Bonsoir à tous. Alors, ce film vous est présenté ce soir dans le cadre du festival des... vous a été présenté ce soir dans le cadre du festival des Nuits d'Orient. Donc, il y a eu tout à l'heure l'exposition, enfin l'inauguration, le vernissage de l'exposition sur les bédouins du Negev. Exposition dont Michel Waknin est co-auteur. Donc Michel Waknin, je présente ici. Donc Michel est membre de l'Union juive française pour la paix, ainsi que moi-même, Pierre Abécassis, Evelyne, qui est où Evelyne? Elle vient de sortir. Elle vient de sortir, pourtant c'est pas grave. Donc voilà, on vous a présenté cette exposition qui est encore visible jusqu'à vendredi à la Maison des Associations. Le thème, ce sont les bédouins du Negev. Donc Michel va vous présenter un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce film. Donc vous pourrez en discuter un peu avec Michel. Donc pour nous, Union juive française pour la paix, c'est une action importante, hein, cette lutte des bédouins du Negev. Ils sont en train de se faire virer de chez eux, hein, c'est le cas de le dire, de se faire regrouper dans des espèces de réserves. Pour leur bien, oui. À la suite de leur plein gré. Il est intéressant parce qu'il réunit tous les ingrédients de ce dont on va discuter. Mais évidemment, il faut savoir que ceux qui ont fait le film, ils ont été obligés de limiter un petit peu leurs ambitions. En particulier, le village bédouin ne comporte que 2 maisons avec 2 frères. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. Les villages bédouins rassemblent des familles entières, et donc les cousins de cousins, etc. Donc c'est des unités beaucoup plus grosses, c'est au minimum quelques centaines de personnes. Mais la réalité ressemble assez à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des villages bédouins d'Israël ont été détruits au moins une fois par l'armée, et donc, ou la police, hein, et donc ils sont tous dans un état bon, ça ne ressemble plus à rien, ce sont des maisons faites de briques et de broc, où les gens vivent comme ils peuvent. Il faut savoir que les Bédouins vivent dans le Negev, enfin, puisqu'on va parler des Bédouins du Negev, mais ils vivent en fait sur tout l'espace israélien, et dans tout le Proche-Orient en règle générale. Donc je disais que les Bédouins vivent depuis très longtemps dans le Negev, puisqu'il s'agissait ici de Bédouins du Negev, au moins depuis 3000 ans, au moins depuis 5000 ans et peut-être plus encore. Et évidemment, depuis leur vie ne correspond pas du tout à l'image qu'on en a, l'attente avec les chameaux, les bêtes, etc., que l'on pousse et on se déplace. Les Bédouins se sont sédentarisés il y a très longtemps, il y a plusieurs centaines d'années, et ils vivent, pour la majeure, enfin ceux qui sont sédentarisés, vivent principalement de l'élevage de petits bétail, des chèvres et des moutons, et de façon à pouvoir élever leurs troupeaux. Donc ils vivent de la vente de ces animaux, hein, qui vont faire de la viande de boucherie, etc. Donc c'est un métier qui rapporte assez. Hein. La plupart des Bédouins que j'ai rencontrés étaient des gens relativement aisés. Et donc, pour pouvoir nourrir leur bétail, ils font eux-mêmes leur propre culture de céréales, blé, orge, avoine, qu'ils arrivent à faire pousser dans des étendues qui ne sont pas spécialement semblables à ce que l'on peut connaître en France. Hein. Bon, ils ont développé leur propre technique, c'est sûr que les rendements ne sont pas ceux que l'on peut avoir dans les pays tempérés, mais ce sont des cultivateurs, pasteurs, et qui vivaient relativement bien jusqu'à, disons, jusqu'aux années 2000 à peu près. J'ai des photos de plusieurs villages bédouins qui ressemblent à des petits villages très sympathiques, avec des petites maisons, des rues, etc.
qui n'ont pas du tout l'aspect de baraquement tristou, enfin, lamentable comme ce que l'on peut voir. J'ai eu l'occasion d'aller dormir chez des Bédouins qui avaient une magnifique villa, et bon, des gens qui s'étaient visiblement enrichis de leur commerce. Les Bédouins, c'est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ce que l'on voit là, mais il ne faut pas avoir cette image-là. Les Bédouins ne sont pas du tout des gens qui vivent comme des miséreux et qui aiment ce genre de situation. Donc, la raison pour laquelle ils sont dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que l'État d'Israël a décidé de récupérer leurs terres de façon à peupler le Negev. Le Negev, c'est en gros la moitié de l'État d'Israël. L'État d'Israël fait à peu près 20 000 km², c'est un État tout en longueur. Et au sud de Beersheva, donc la grande ville que l'on voit, c'est le désert, un désert de montagnes, de pierres, qui est très beau. Mais c'est essentiellement un endroit pratiquement inhabité. Il y a seulement 600 000 personnes qui y vivent, dont 200 000 Bédouins. Pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir, les Israéliens ont donc développé des plans de façon à faire vivre des populations dans le Negev, sans tenir compte du tout de la présence des Bédouins qui y sont actuellement. Et comme les Bédouins sont sur des terres qui sont prévues pour faire un stade, une forêt, une ville, un aéroport, eh bien, la police arrive et les expulse tout simplement. Donc c'est en gros ce que raconte cette histoire. À l'heure actuelle, la raison pour laquelle on s'est mobilisé, c'est parce que depuis quelques années, l'État d'Israël essaye qui est un État démocratique avec une législation, etc., a donc fait une loi de circonstance de façon à justifier l'éviction des Bédouins. Autrement, les Bédouins qui sont des citoyens israéliens, il n'y a aucune raison de les virer. Ce sont des Israéliens comme les autres vis-à-vis de la loi. Et donc il a fallu créer une loi de circonstance de façon à chasser les Bédouins de là où ils sont et donner une assise juridique à ce qui se passe d'ores et déjà dans le Negev. Voilà, donc s'il y a des questions... Alors c'est un État de droit, donc l'État d'Israël, donc tout ceci se fait dans la plus parfaite légalité, en l'occurrence juridique, de l'État d'Israël, c'est-à-dire que c'est, comme le soulignait Michel, c'est une démocratie pour les Juifs. Parce que, évidemment, ce qu'on va mettre à la place des Bédouins, ce n'est pas des Arabes. Vous avez bien compris le film, en l'occurrence. Voilà, on va placer là des colons. Donc, en cela, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette histoire n'est jamais que le prolongement. D'ailleurs, ils le disent très bien eux-mêmes, enfin, les Israéliens le disent très bien eux-mêmes, tout ceci n'est jamais que le prolongement du processus enclenché en 1948 qui aboutit à la création de l'État d'Israël, qui a consisté à tout simplement virer les populations locales pour mettre des Juifs à la place. C'est la définition même du sionisme, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Eh bien, voilà, les Bédouins sauf qu'ils sont là, voilà, il y a des vrais Bédouins de chair et d'os qui sont le peuple qui était là, et eh bien, on va continuer le processus sioniste enclenché en 1948 de la colonisation de ce pays. Donc ça continue, quoi. C'est pas la fin de l'histoire, quoi. C'est pas non plus le début, c'est on va dire le milieu, les trois quarts de la fin, enfin voilà, quoi. C'est le processus sioniste dans son déroulé tel qu'il existe au plan historique. Déjà, sont-ils nombreux? Je vais répondre à plus rapide. Il y a environ 200 000, en chiffre rond, parce que c'est pas facile de compter non plus, il y a environ 200 000 Bédouins qui vivent dans le sud du Negev.
ce qui est une quantité ridicule par rapport aux 8 millions de personnes qui vivent en Israël. Hein, mais bon, 200 000 Bédouins, la moitié d'entre eux a déjà été urbanisée, plus ou moins par la force, dans 7 villes. Hein, les Israéliens ont construit 7, c'est un nombre biblique en plus, donc 7 villes de regroupement, et qui rassemblent des gens qui sont encore dans un état encore plus pitoyable que la pire de nos cités ici, puisque c'est des villes qui ont été construites à la hâte, qui ne sont pas du tout conçues pour le mode de vie des Bédouins, et donc on peut imaginer assez facilement que c'est des villes assez déplorables. Donc la moitié a été regroupée dans des villes, et l'autre moitié vit dans des villages. Ils vivent par tribus, hein, donc dans des villages qui sont disséminés dans le Negev. Mais ils ne sont pas disséminés dans tout le Negev. Après la guerre de 48, donc dès le début des années 50, tous les Bédouins ont été rassemblés dans la région de Beersheba, enfin dans un triangle. Pour ceux qui connaissent la région, donc il y a Beersheba à l'est, Dimona au sud et Arad à l'ouest, oui, Beersheba à l'ouest. Et donc dans ce triangle, tous les Bédouins qui habitaient le Negev, donc environ 10 000 kilomètres carrés, ont été rassemblés sur une surface beaucoup plus petite, où il y avait déjà des tribus qui existaient, hein, puisque tout le monde vivait un petit peu partout dans le Negev. Donc ils ont été mis là par la force, hein, par l'armée, et ils ont donc naturellement reformé les villages. Alors, curiosité de la législation israélienne, certains villages ont été reconnus par l'État et d'autres n'ont pas été reconnus par l'État d'Israël. Ceux qui n'ont pas été reconnus, en particulier, ne figurent sur aucune carte. Ils figurent sur aucun plan d'aménagement, sur aucun cadastre, rien du tout. Hein. Donc, il n'y a aucune route qui va chez eux, il n'y a évidemment aucun raccordement électrique, aucun sanitaire, il n'y a pas d'eau, enfin bon, exactement ce que l'on voit dans le film. Et donc, quand Israël a décidé de faire des aménagements dans le Negev, comme les Bédouins de toute façon n'apparaissaient pas, eh bien on a construit là où il y avait de la place, et en particulier sur les terrains des Bédouins. Donc, certains des Bédouins, alors j'ai dit qu'il y avait des Bédouins qui étaient déjà là, donc certains des Bédouins étaient déjà là et avaient des titres de propriété qui dataient de l'Empire ottoman. Donc des titres qui dataient d'il y a plus de 100 ans, aujourd'hui, enfin 120 ans même. Et malheureusement, et donc comme Israël est un État de droit, il y a eu des contestations, etc. Ils ont présenté leur papier prouvant qu'ils étaient propriétaires du terrain, mais aucun tribunal israélien n'a reconnu ces documents ottomans, et par conséquent, officiellement, ils sont censés vivre sur des terres qui appartiennent à l'État d'Israël, hein, puisqu'en Israël, toute la terre appartient à l'État. Et donc, en gros, ils sont squatteurs sur de la terre d'État, et donc c'est la raison pour laquelle ils peuvent être théoriquement chassés. Non, je trouve ça un peu caricatural, parce qu'évidemment, devant 50 policiers, ou je ne sais pas ce qu'ils étaient, archi-armés, on ne voit pas 3 Bédouins se révolter, piquer une crise de nerfs. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est que vous puissiez nous dire actuellement quels sont les types de réactions au niveau le plus local et au niveau européen et au niveau des États-Unis, parce que ça paraît quand même invraisemblable. Oui. Donc, que les tribunaux israéliens jugent que c'est leur terre, on a des dessin, il y a une explication. Mais qu'il n'y ait pas de réaction du tout, ça me paraît assez surréaliste. Alors, déjà sur la disproportion des forces, il y a un village qui est très célèbre et que l'on voit, qui est devenu un petit peu un symbole, qui s'appelle Al-Arakib, parce qu'il a été détruit 57 fois à l'heure d'aujourd'hui, en 2 ans et demi. Oui, et donc les Bédouins, qui sont des gens qui aiment la terre, etc., reconstruisent immédiatement, parce qu'ils savent que s'ils ne reconstruisent pas, il y a un institut qui s'appelle le KKL, va planter des arbres immédiatement,
Et à partir du moment où il y a des arbres qui sont plantés quelque part, dans le désert, personne n'arrache les arbres et donc ils perdent leur terrain. Donc de façon à conserver leur terrain, ils reconstruisent immédiatement à peine leur maison ont-elle été détruite, comme dans le film. Donc ça c'est pas caricatural. Ce qui n'est pas caricatural non plus, c'est les rapports en force. Par exemple, le village d'Al-Arakib compte 300 personnes environ, et vous pouvez le voir à l'exposition qui est à la Maison pour tous. À chaque fois, les policiers déploient une force d'environ 1000 policiers. Il y avait même 1500 policiers qui ont été utilisés pour une des premières évictions. Hein. Je ne sais pas pourquoi, si c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait de la révolte, ou des préjugés, ou etc., ou tout simplement pour impressionner avec le nombre, 1500 types pour habiller comme des carapassonnés, etc., c'est impressionnant. Alors il y a des réactions, hein, puisque pas plus tard que ce week-end, il y a eu d'importantes manifestations en Israël. Hein. Il suffit d'aller sur le site de l'UJFP, sur différents sites, donc on pourra donner les coordonnées. Il y a eu plusieurs milliers de manifestants dans tout Israël. Hein. Ce week-end, ça commence à bouger. Bon. Pour l'instant, les Bédouins ont joué la montre, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Et là, ça commence à bouger, et c'est aussi, nous, hein, le mouvement de solidarité qui, en France, en Europe, pourra populariser cette lutte et mettre des freins à cette colonisation. Oui, il y avait aussi une question sur les réactions internationales. Alors, effectivement, donc le plan Travers, ça fait très longtemps qu'il a été mis au point. Il y a eu d'abord une première commission qui s'est réunie, etc. Et il a été voté, enfin il a été accepté par le gouvernement israélien en septembre 2011, très exactement le 11 septembre 2011. Donc, alors que le monde entier était en train de fêter, enfin de célébrer plus ou moins le 10e anniversaire du 11 septembre, le gouvernement israélien en a profité pour signer son accord pour le plan Travers. Donc, ils ont voulu le faire en douce. Ils se doutaient que ça allait créer des crispations. Il y a eu des réactions. L'Union européenne, en 2012, a officiellement écrit qu'il dénonçait le plan Travers et demandait au gouvernement israélien de le remettre en chantier. Donc il s'opposait en termes diplomatiques au plan Travers. Récemment, les Israéliens se sont sentis obligés de se justifier. Ils sont venus à Bruxelles et ils ont présenté le plan Travers, enfin leur interprétation à eux du plan Travers. En gros, on chasse les Bédouins du désert pour le bien de leurs enfants, hein, puisque dans le désert, il n'y a pas Internet, il n'y a pas... Donc, en Europe, il y a une prise de conscience. Tous les gouvernements européens sont au courant. Bon, évidemment, le problème, c'est qu'on fait aussi du business avec Israël. Donc, hein, notre président est allé faire ramasser quand même pour 2 milliards et quelques de dollars, d'euros de contrats en Israël. Bon, donc c'est difficile de leur dire en même temps, de leur taper sur les doigts. Donc, si vous voulez, ça c'est le côté diplomatie, mais si vous voulez, au point de vue du principe, au moins, il y a eu des actes qui ont été faits. L'ONU a une commission qui est en charge des droits humains, et à 2 reprises, ils ont dénoncé le plan Travers. Donc, si vous voulez, l'État d'Israël sait qu'il y a une désapprobation générale. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ceci s'est fait pour leur bien aux Bédouins. Hein. C'est la logique coloniale classique qui consiste à dire, mais on va leur faire des routes, des belles maisons, des écoles, voilà, c'est pour leur bien. C'est le discours. Non, mais c'est le discours, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, donc ça passe très bien, c'est-à-dire que, enfin, ça passe. Il y a des résistances, mais globalement, c'est le discours qui est tenu par Catherine Ashton, par exemple, qui, ou la ministre des Affaires étrangères européenne, qui, explique que elle a effectivement reçu les délégations israéliennes et qu'il fallait que nous soyons tous rassurés sur le fait que tout ceci allait se faire proprement
sans violence, dans le respect des droits de l'homme. Il y a toute une politique de com, hein. Et puis alors, le truc, c'est que donc cette histoire se fait avec évidemment le soutien, mais pas seulement politique, surtout le soutien économique des États-Unis, hein. Parce que quel est le but là de faire dans le Negev, c'est de faire de jolies choses, hein. C'est de faire de planter des arbres, de faire des golfs, des sports, des centres sportifs, enfin, il y a tout un programme. Hein, oui, bon, tout ceci est accessible sur Internet, il suffit de chercher un petit peu, mais par exemple, le plan de développement de Beersheba, on voit, bon, a priori, ça va être magnifique. Enfin, on va faire fleurir le désert encore. Hein. Oui, c'est ça, c'est faire fleurir le désert. Avec quelle eau? Pardon? Avec quelle eau? Ah, ça c'est une bonne question. Ben, l'eau, il y a 30% de l'eau d'Israël qui vient du Golan. Hein, bon, le plateau du Golan, personne n'en parle parce qu'il n'y a que quelques dizaines de milliers de druzes, mais c'est une partie importante de la Syrie et c'est un réservoir d'eau très très important pour Israël. Et donc c'est pour ça qu'Israël l'a d'ailleurs purement et simplement annexé, hein, alors que officiellement c'est le territoire de la Syrie. Alors effectivement, l'eau, on va pomper certainement dans la nappe phréatique, hein, qui est déjà bien épuisée par les colons de Cisjordanie, parce que c'est la même nappe phréatique qui vient depuis la Cisjordanie et qui va jusqu'à Gaza. Et on voit qu'à Gaza, il n'y a plus d'eau. Et bon, actuellement, c'est un désastre complètement innommable. Donc, ça, c'est pour répondre à la question de l'eau. Alors, le plan de développement, il y a des trucs qu'ils ont... Comme c'est effectivement financé beaucoup par donc un organisme américain qui s'appelle le Jewish National Fund, hein, donc, qui est la version américaine du KKL. Bon, tout ça, c'est-à-dire, c'est un organisme qui est chargé de collecter des fonds pour développer Israël. Donc ce fonds avait fait un plan de développement absolument ambitieux. L'idée, c'était à l'époque d'inciter 500 000 juifs venus des pays anglo-saxons à s'installer dans le Negev. Alors donc ils avaient pris modèle sur une ville américaine qui s'appelle San Antonio, où qui ressemble vaguement à Beersheba, où il y a une petite rivière de rien du tout, minable, qui coule un petit peu. Et à San Antonio, donc des développeurs ont recréé la rivière avec une promenade avec des planches, etc., qu'ils appellent boardwalk. Et donc ils avaient le même plan ils ont le même plan pour Beersheba. Il y a un grand centre commercial qui devrait être le plus grand centre commercial d'Israël qui va être construit, des pistes cyclables, des amphithéâtres en plein air pour les concerts de rock, etc. Donc beaucoup de plans. Bon, ils ont été obligés de réduire un petit peu leurs ambitions, mais en gros c'est l'idée. Oui. Moi je ne suis pas sûr que les images de destruction soient aussi caricaturales que ça, parce que beaucoup notamment de jeunes témoins des actes de solidarité ont vu que, par exemple, à Gaza, avec Rachel Corrie dessous, le bulldozer est allé beaucoup plus loin qu'il aurait été normal qu'il aille. Enfin, normal, je mets des guillemets. Hein. Quant à la question de la solidarité internationale, moi j'invite tous les gens qui sont ici à aller sur Internet, puisque ça fait partie de maintenant notre environnement d'information possible, et d'aller voir ce qui s'est passé à Jérusalem le soir du 17 novembre dernier. Et de prendre connaissance des propos tenus par notre président de la République dans une réception qui, je crois, plonge la plupart d'entre nous dans un état d'écœurement que j'ai peine à décrire sans avoir la voix qui tremble. Et j'invite les gens qui sont ici, non pas à me croire sur parole, mais à aller voir par eux-mêmes les propos qui ont été tenus
où on ne s'adressait pas au Premier ministre d'Israël, mais à ce cher Benjamin. Ah oui, oui. Et à l'issue de ça, C'est affligeant. notre président, par évoquant la vie en rose, à quelques pas de ces choses-là. Et je crois que nous avons un rôle terrible parce que ces gens-là n'ont que nous pour faire connaître ça. Parce que quel encouragement. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber sur mes... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Regardez vous-même. Oui, allez Vous-même. voir. Et vous verrez l'encouragement qui a été fait à ce que le bulldozer puisse continuer. Et j'ai pensé aux Palestiniens que nous avons pu connaître, des gens qui essayent de se battre et promouvoir des formes, y compris pacifiques, à Billine ou ailleurs. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, allez par vous-même vous documenter, et ensuite faites comme notre ami Robert qui est ici, écrivez au président de la République pour dire que c'est pas possible. Il parle en notre nom quand même. Il parle en notre nom. Parce que cette prise de connaissance de tout ce qui se passe là, alors dans le Negev, à Gaza, en Cisjordanie, je veux dire, c'est super sympa, quoi. Mais en même temps, vous savez qu'en France, on est en train de condamner des militants de la campagne BDS. La FPS vient de lancer une souscription pour qu'on essaye d'aider nos amis qui se battent pour la campagne boycott des investissements sanctions. Et vraiment, moi je ne crois pas du tout que c'était caricatural. Non, mais c'est... Non, mais c'est pas du tout caricatural. Et encore une fois, si vous allez voir l'exposition, vous verrez, il y a des photos qui ont été prises par différents témoins et qui montrent effectivement 1500 flics en face de 300 personnes, dont c'est-à-dire des enfants, des femmes et des hommes. Et l'histoire il y a une photo qui est absolument terrible, où on voit un bulldozer qui arrache un olivier. Dans le désert, arracher des oliviers, c'est énorme quand on connaît le temps que met un arbre à pousser. Donc ces images sont tout à fait réalistes. À la limite, ici c'était seulement 2 maisons, mais dans la plupart des villages c'est 100 maisons. Enfin, et les images aussi tournées ce week-end, hein, des chevaux qui chargent, enfin, j'avais jamais vu ça, je ne savais pas qu'en Israël on utilisait, comme dans certains pays anglo-saxons maintenant, des chevaux pour charger les manifestants. Ah oui, c'est nouveau, j'ai découvert ça à l'occasion de ces manifestations qu'il y a eu ce week-end, parce que ça a beaucoup bougé hein, ce week-end, on en a évidemment... Vous ne le saurez pas en regardant la télé, ni en écoutant la radio France Inter et tout ça, mais il y a eu des manifestations très importantes ce week-end. Et ce qui est important aussi, c'est que ça n'a échappé à personne que ces manifestations étaient avec comme slogan un seul peuple, une seule lutte. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations dans toute la Cisjordanie, à Gaza, en Israël même, évidemment les Arabes concernés, mais aussi des Juifs opposés à la colonisation. Hein. Ça aussi c'est un phénomène quand même important, parce que ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'il y a quand même tout un courant de citoyens juifs israéliens avec lesquels, naturellement, nous, en tant que juifs français, nous travaillons la main dans la main, qui s'opposent à cette colonisation des Bédouins, enfin du Negev. Et donc, il y a eu des manifestations quand même de plusieurs milliers de personnes qui ont été évidemment réprimées avec grande violence, même s'il n'y a pas eu de mort, mais voilà, hein, il se passe quand même des choses. Hein. Là, ce week-end, le mouvement a pris une certaine ampleur en termes de protestation. Vous aurez la possibilité en bas de signer une pétition contre ce plan Power et qui est destinée
au ministre des Affaires étrangères, à Laurent Fabius. Et cette pétition fait suite à un courrier qui a été envoyé par la plateforme des associations pour le soutien de la Palestine, qui a été également envoyé à Laurent Fabius. Donc vous avez la possibilité de lire, je dirais, un petit peu en quoi il consiste et en quoi consiste ce Plan Power. Vous rappelez les dates d'intervention de l'Europe et de l'ONU qui s'opposent justement à cette colonisation et à cette expulsion des Bédouins. Donc en bas, il y a une pétition donc, qui sera envoyée à Laurent Fabius et il y a des pétitions similaires dans toute la France qui sont orchestrées entre autres par la FPS. D'Israël de mettre en œuvre son projet néfaste. Hein. C'est pas perdu, loin de là. On peut gagner sur ce coup-là et mettre un coup d'arrêt à la colonisation. Hein. Il y a des forces qui résistent là, et c'est loin d'être perdu. On peut gagner du temps, on peut s'opposer. Israël est quand même sensible à une certaine image dans l'opinion internationale, et bon, elle n'aime pas trop que ça se sache. Pour une raison que j'ignore, effectivement, les médias français n'ont pas du tout parlé de ces événements qui se sont passés samedi dernier. Hein, c'était un jour qui était décidé comme étant le jour de rage contre le plan Pravert. Et par contre, les médias anglo-saxons en ont énormément parlé. Pardon ? Euronews, oui. En France, j'ai vu que RFI seulement qui en a parlé. Hein, mais autrement, donc effectivement. Alors, oui, là où je voulais en venir, c'est il y a une huitaine de jours, j'ai discuté avec quelqu'un qui milite justement contre le plan Pravert, hein, qui est un militant dans une association qui s'appelle Adala, qui est une association de juristes qui rassemble à la fois des juristes israéliens, juifs et arabes. Et donc ce gars-là m'a dit qu'il participe à la commission. Il y a une commission actuellement qui se réunit une fois par semaine. Il me semble bien que c'est tous les mercredis matins à 9h. Et donc il y participe en tant qu'auditeur libre. Hein, il n'a pas le droit de donner son mot. Mais il m'a dit, donc, au cours de la dernière réunion qui a eu lieu, la présidente, qui est une femme du gouvernement actuel, enfin, la présidente de la commission, elle fait partie du Likoud, et elle s'est adressée aux gens qui assistaient à la réunion, et non pas à son comité, en se plaignant du fait qu'ils rendaient public leur débat. Et donc, elle disait, bon, elle n'était pas contente que tout le monde soit au courant de ce qui se passait. Donc, c'est plutôt bon signe. Et il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs lois qui ont été comme ceci enterrées, simplement parce qu'il y a eu des oppositions internationales, ou parce que ça peut être des oppositions de certains États, ou bien tout simplement la pression internationale qui fait que bon, ça dégradait l'image d'Israël, donc on laisse tomber. C'est ça. Ils peuvent très bien voter la loi et pas l'appliquer. Oui, on l'a laissé. On fait bien ça en France, hein, donc il n'y a pas de raison. Eux aussi, ça fait des commissions pour enterrer les lois. Voilà. Oui. États-Unis sont organisés aussi dans ce genre de position comme ici. Tout à fait. Il y a plusieurs. Bon, c'est comme en France, c'est comme dans plein de pays. Il y a plusieurs. Il y a tout le spectre de pensée, si je peux dire. Donc, il y a une majorité qui est... Enfin non, je ne sais pas si c'est une majorité. Non. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, qui sont plutôt pro-sionistes, qui appuient l'AIC aux États-Unis, l'AIPAC pardon, aux États-Unis, qui appuient le Jewish National Fund. C'est surtout des gens qui font beaucoup de bruit. Mais il faut savoir qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont pour une solution à deux États, disons grosso modo, hein, des gens modérés. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont, disons plutôt avec nous,
et que l'on rencontre sur nos luttes. Donc il y a un éventail assez grand. Et il me semble, en lisant la presse et en lisant un petit peu les choses, que la majorité des gens sont plutôt, soit se sentent pas concernés du tout par Israël, alors on parle des Juifs américains, soit sont relativement négatifs vis-à-vis d'Israël à cause de justement tous les bruits qu'on en entend. Traditionnellement, la communauté juive états-unienne est plutôt située à gauche dans l'échiquier politique états-unien, c'est-à-dire, en gros, démocrate, quoi. Voire la gauche des démocrates. À tel point que, sous la pulsion d'Obama, s'est créé un deuxième lobby. Hein, il y a 2 lobbies juifs. Alors vous savez, les lobbies états-uniens, c'est quelque chose qui a pignon sur rue. Hein. Alors là, il y a tellement de pignon sur rue qu'il y a 2 lobbies israéliens donc aux États-Unis. Juifs, pardon. Ah oui. Lapsus. 2 lobbies juifs. Il y en a un qui est, en gros, qui suit la position du gouvernement israélien, pour faire court, donc qui est plutôt de droite, et il y a un autre lobby qui s'appelle G Street, créé d'ailleurs avec la forte pulsion d'Obama, qui est sur des positions de la paix maintenant, si vous voyez à peu près, c'est-à-dire, 2 États. Ouais, voilà, on va dire, pacifisme. Je voudrais rajouter quelque chose, excusez-moi, à propos des lobbies américains. Il faut savoir que l'argent que reçoit Israël des États-Unis, je ne parle pas de l'argent gouvernemental, mais des dons qui lui sont faits en majorité par des gens qui ne sont pas juifs. Il existe aux États-Unis des chrétiens fondamentalistes, qu'on appelle les évangéliques, et qui sont, il y a 60 millions, c'est 10 fois la population d'Israël, et ce sont des gens qui appuient complètement En général, ils sont plutôt antisémites, mais ils sont pour la création de l'État d'Israël, parce que dans leur logique, ou dans le raconter de l'histoire, il est important, d'après eux, que tous les Juifs soient en Israël, et le jour où tous les Juifs seront en Israël, le Messie va venir, ce sera la fin des temps, les bons iront au paradis, et puis les mécréants en enfer, y compris les Juifs d'ailleurs. Donc ces gens-là appuient fortement l'État d'Israël. Il y a Netanyahou, par exemple, faisait partie d'un bureau à un moment qui recevait de l'argent de différents comités évangéliques. Il y a une forêt de 1 million d'arbres qui est actuellement en cours de plantation en Israël, qui est entièrement financée par une organisation évangélique, qui a sa propre télévision. Leur télévision s'appelle tout simplement God TV, en toute modestie, et la forêt s'appelle God TV Forest. Et donc, par curiosité, vous pouvez vous taper sur votre explorateur God TV et vous allez tomber sur cette télévision et c'est absolument ahurissant. Ils sont bien atteints, hein, enfin c'est vraiment... Non. Si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est vraiment complètement ahurissant. On y retrouve les pires des choses. Non, pour revenir à des choses plus sérieuses quand même, parce que God, Non, mais c'est très sérieux, hein, parce que c'est très puissant. C'est tellement ahurissant. Non, mais vous avez dit, vous nous avez rappelé qu'il y avait 200 000 bédouins, d'accord? Ils n'ont, sous aucune forme, ils n'ont aucune représentation politique, ces 200 000 bédouins? Si, il y a un bédouin à la Knesset. Pardon? Il est paumé, là, Il est paumé, il est tout seul dans cette fameuse commission. Mais il est quand même député, Oui, puisque c'est la démocratie. Ce week-end, là, on a assisté à une grande première. C'est une solidarité entre les Palestiniens d'Israël, ou ce qu'on appelle les Arabes israéliens, et les Bédouins du Negev. Jusqu'à présent, les Bédouins du Negev, si vous voulez, c'est un petit peu la technique israélienne. On s'attaque d'abord aux minorités des minorités. Jusqu'à présent, donc, ils étaient tout seuls à se défendre dans leur coin, et maintenant, on a vu des grandes villes comme Haïfa, qui sont des grandes villes mixtes judéo-arabes,
où il y a eu des manifestations. À Jérusalem aussi, à Jaffa par exemple, et même dans certaines villes purement arabes le long de la frontière en Galilée. Donc ça c'est une grande nouveauté. Donc là il y a une solidarité. Et sur les images par exemple de la manifestation qui a eu lieu à Jérusalem, on voit des gens déplier des drapeaux palestiniens. Il y a une petite gauche qui persiste quand même malgré Oui, mais on voit des Bédouins avec des Voilà. drapeaux palestiniens. Donc il y a une... C'est pas gênant de continuer à présenter Israël comme un État de droit démocratique qui ressemble à l'Afrique du Sud, avec des situations vis-à-vis des Palestiniens et tout ça. On continue, il y a une sorte de gêne quand même dans vos propos, en tant que, bien sûr, vous défendez. Et donc à un certain moment, est-ce qu'il n'y a pas... c'est sûr que ça risquait de dénoncer tout ça, mais est-ce qu'il faut être un peu plus... Non, mais vous n'avez pas vu quand j'ai expliqué répéter la question. État démocratique, il y avait des guillemets. Hein, non. Bon, la question c'était est-ce que on peut toujours défendre Israël ou présenter Israël comme un État de droit? En fait, malheureusement, les choses que l'on découvre quand on travaille la question, c'est que ce n'est pas du tout un État de droit, c'est un État colonial. Les colons sont les Juifs, et bon, ça nous fait d'autant plus de la peine de le dire qu'on l'est nous-mêmes, je ne sais pas si tu es de la famille en Israël, mais moi j'ai pratiquement toute ma famille là-bas. Cousine Lubavitch. Et donc, en tant que citoyen français, ça nous fait mal au cœur de voir un État usurper ce titre de démocratie, parce que quand on est démocrate pour un seul peuple, on ne peut pas être démocrate. Enfin, mais c'est démocratique pour les Juifs. État juif et démocratique, c'est un oxymore. Enfin, non mais... Oui. Parce que moi personnellement, il m'a beaucoup impressionné ce film. Et je trouve que j'ai cru comprendre que c'est un Israélien qui a fait le film. Oui. Hein? Alors, bon, ça me choque aussi parce que je me dis, ça ressemble au film que faisaient, mettons, les Français sur les colonies, et nanana. Bon, alors là, oh, les pauvres Bédouins, alors c'est encore un Israélien qui fait un film sur les pauvres Bédouins. Et moi, personnellement, si j'avais été un de ces Bédouins, je me serais vraiment révoltée, quoi. J'aurais foutu une vraie bombe, pas une fausse bombe, moi, dans la gare de Beersheba. Le dernier regard, mais c'est ce qui va se passer, quoi. Non, je voulais vous demander, est-ce qu'il a été vu en Israël par beaucoup de monde? Et les gens, les Israéliens qui voient ce film là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça les remue? On est remué quand on voit ces gens, on est tous leurs affaires. Alors, il faut savoir que ce film, en plus, il a été financé par l'État d'Israël aussi. Il fait partie. Il y a le Israel Film Fund, qui est donc... Other Israël. Et c'est pas un hasard, ça fait partie de l'image de marque que Israël a l'intention de développer. Et il y a par exemple, moi je loue pas, à Paris on a la chance d'avoir le festival du film israélien. Je loupe rarement cet événement parce qu'il y a toujours des films d'excellente qualité. C'est tous des films soutenus par le gouvernement, mais c'est tous des films extrêmement critiques et en général de très bonne qualité à l'égard de l'État d'Israël. Alors, sont-ils vus en Israël? J'ai posé la question au producteur, puisque j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a dit, officiellement ils sont programmés, mais personne ne va les voir. On les voit uniquement dans les maisons de la culture, sur des sites universitaires, où ça réunit quelques dizaines de personnes, point final. Les Israéliens s'en foutent complètement. Et donc, toute la création cinématographique israélienne part à l'étranger et sert quelque part, même si ce sont des films qui dénoncent violemment le gouvernement, et ce sont des films financés par par l'État d'Israël. Une bombe, quand elle éclatera, il tuera aussi bien des Bédouins que des Palestiniens, que des Israéliens. Bien sûr, voilà. Non, à la fin, il tue quand même le flic. Hein, bon, voilà. La distribution des petites caméras là, dans la population palestinienne, on a vu un documentaire. Alors ça, c'est une association israélienne. C'est une association israélienne qui s'appelle B'Tselem, qui a fait énormément justement pour faire connaître la situation en Cisjordanie.
Hein, parce qu'en Cisjordanie, c'est pareil. Il n'y a aucun caméraman qui y va, personne n'y va, etc. Et les seuls qui peuvent filmer, tout ce que l'on sait sur Bilin, par exemple, ce sont des cinéastes palestiniens qui l'ont fait. Et donc, ils ont effectivement distribué comme ceci des caméras. Comment ça le faire de l'autre côté, hein, d'ailleurs. Pardon? Comment ça le faire de l'autre Les colons côté. commencent à récupérer les caméras pour filmer les événements extrêmes. Donc il y a une guerre des caméras. Si, avec la guerre des mais caméras, c'est parlant, c'est très parlant. Non, avec Assis, il y a une chose qui m'a gêné dans ton propos, c'est de parler de l'image, le souci d'Israël d'avoir une certaine qualité d'image vis-à-vis de nous. Ça, alors là, tu ne vas pas me faire avaler cette pilule parce qu'elle est trop familière. Attends, je m'explique. Non, mais vas-y. Attends, quand Israël, qu'est-ce que fait Obama quand il est arrivé au pouvoir? Il a bien dit qu'il ferait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Rien. Première chose, pas rien, aussi peu que c'est pas la peine d'en parler. Ils ont la bombe nucléaire, hein, la bombe atomique, on le sait. Elle est, comment dire, elle est fonctionnelle, elle peut fonctionner. Et maintenant, ils sont en train de chicaner l'Iran parce qu'il va avoir aussi sa bombe. Bon, ça ne va pas être triste d'ailleurs. Hein. L'événement, je ne sais pas comment. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense que ça va être plutôt triste. Bon, ça risque en tout cas. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les Israéliens, de l'image de marque? Ils n'en ont rien à faire, moi je te dis, ils n'en ont rien à faire. Ou bien? Non, mais quand tu défends cet argument, moi je... Attends, je suis désolé, mais le gouvernement israélien, par exemple le plan Pravert, il comptait le faire en toute discrétion. Ils font par exemple attention à des choses. Par exemple, en Cisjordanie, il y a des routes qui sont réservées aux colons. Hein, bon, tout le monde le sait. Il n'y a aucun panneau sur la route qui indique route réservée aux colons, parce qu'ils savent très bien que le jour où ils vont en mettre un, quelqu'un va prendre une photo et ça va se répandre à travers le monde. Donc ils font tout en douce, parce que ils ont quand même, ils bénéficient d'un certain nombre de soutiens, donc il est très important qu'ils aient cette fameuse image. Et bon, des horreurs comme qu'ils ont pu en commettre à Gaza, par exemple, ou même la façon dont ils continuent à faire vivre Gaza, ils trouvent des tas de justifications, etc., de façon à se présenter comme victimes. Hein, c'est eux qui tuent 1400 personnes, mais c'est eux les victimes, parce qu'ils tiennent absolument à conserver cette image, même, bon, même si elle est déplorable, on est entièrement d'accord, hein, mais il y a des gens dans l'opinion publique qui croient encore qu'Israël n'est qu'une pauvre victime. Et c'est c'est tout leur travail de propagande. Je trouve qu'il faut pas trop désespérer. Je trouve il y a eu récemment un événement que je trouve assez important, moi personnellement. Il était question que l'Union européenne négocie avec le gouvernement israélien la possibilité d'intégrer dans les accords de libre-échange qu'ils ont les marchandises qui venaient des colonies, celles qui justement font l'objet des actions BDS dont on parlait tout à l'heure. Hein. La négociation a été dure et serrée, Catherine Ashton elle-même l'a dit, mais elle était soutenue, et j'emploie le terme soutenu délibérément, elle était soutenue par des lettres écrites par des centaines d'intellectuels, philosophes et scientifiques. Elle était soutenue par des signatures, des listes de signatures provenant de diverses associations ou par des individus, peu importe, des signatures en provenance de l'Europe entière. Et moyennant quoi, ça lui a donné les armes pour tenir bon face au gouvernement israélien et leur dire dorénavant, les marchandises qui viennent des colonies ne seront pas traitées de la même façon que vos propres marchandises exportées en Europe. Oui. C'est une première, je pense qu'il faut continuer là-dedans. L'État d'Israël est très embêté de la campagne boycott des investissements sanctions. Très embêté. Ils font tout pour la contrer, ils font appel à toutes les officines pro-sionistes en France, de par le monde, pour contrer les arguments. Il faut voir le rouleau compresseur que représente, entre guillemets, l'opinion publique juive en tant que citoyen français, par exemple, vis-à-vis des médias. Comment toutes ces associations fédérées au sein du CRIF ont pour mission de répondre dans les courriers des lecteurs, dans les tribunes libres,
sur Internet, sur les forums, etc., comment ils contrent pied à pied tout ce que l'on peut dire de critique vis-à-vis de l'État d'Israël, comment ils ont pour consigne ou pour tout simplement pour politique, parce que ça fait partie de la vie entre guillemets démocratique, là encore, pour faire passer dans l'opinion publique ou apporter une contre-parole dans l'opinion publique par rapport à ceux qui pourraient critiquer ou donner une mauvaise image de l'État d'Israël. Dernier exemple, le SodaStream, hein, ou la campagne qu'il y avait eu par l'Office du tourisme israélien, quand vous voyez fleurir dans la presse toutes les publicités pour aller faire du tourisme en Israël. Comment ça a été relayé et contré, évidemment, par les adversaires politiques. Donc, c'est pas qu'un jeu, hein, c'est une réelle campagne au quotidien menée dans l'opinion publique pour arriver à distordre. Enfin, moi je sais pas, hein, j'ai passé 60 ans. Enfin, l'image d'Israël dans l'opinion telle qu'elle était dans les années 70 et maintenant, elle s'est quand même sacrément dégradée, veuille ou non. Bon, ils y ont mis beaucoup du leur, certes, mais bon. Cela dit, il faut noter que la campagne BDS en France a un mal fou à démarrer. Hein, quels sont les blocages, quoi, hein, c'est compliqué parce que c'est certainement la seule campagne qui pourrait, un peu comme pour l'Afrique du Sud avec les oranges, on avait 20 ans, hein, les oranges d'Ospan, il y a un moment, et beaucoup de gens disent que sur une échelle qui irait du meilleur des mondes à l'apartheid, malheureusement le curseur israélien est allé du mauvais côté. Hein, c'est pas moi qui emploie cette image, c'est Varchevsky, je crois. Hein. Oui. Vraiment, en France, on sent qu'on a du mal à aller jusqu'au bout. Et je le dis, des gens qui mènent cette campagne en France sont actuellement devant les tribunaux et doivent payer des amendes ou ont des condamnations avec ou sans dommages et intérêts. SodaStream réclame 48 000 €, je crois, c'est à la FPS, non? À Colmar. Hein? Le procès. Manifestement, en France, même l'opinion démocratique a du mal à articuler cette campagne BDS. Même Madame Taubira n'a pas aboli la circulaire Alliot-Marie, hein, il faut le savoir quand même. On criminalise en France, chez nous ici, alors qu'on avait quand même eu quelques espoirs il y a 1 an et demi, on criminalise cette action, qui n'est au prétexte qu'elle serait une action de discrimination à l'égard du peuple israélien, ce qui n'a rien à voir. Moi, je suis prêt à acheter tous les produits israéliens le jour où ils respectent les droits de l'homme palestiniens. Dans une réponse à une question écrite posée récemment par un député du Front de gauche qui expliquait à Madame Taubira, enfin qui demandait à Madame Taubira d'abolir la circulaire Alliot-Marie, hein, je rappelle, la circulaire Alliot-Marie, c'est une circulaire de Madame Alliot-Marie à destination des procureurs pour qu'ils instruisent les plaintes pour antisémitisme, hein, c'est ça, hein. Eh bien cette circulaire est totalement assumée, point par point, en termes d'arguments, par Madame Taubira, qui a pris la suite au ministère de la Justice. Alors bon, Madame Taubira, par ailleurs victime elle-même, comme on le sait, d'un certain nombre de choses tout à fait scandaleuses, mais néanmoins, sur ce coup-là, en dépit de ses positions passées en faveur des droits des Palestiniens, malheureusement, sur ce coup-là, elle ne bouge pas, quoi. Alors bon, elle est au gouvernement, voilà, non mais bon. Le film traduit très bien la profonde déprime des Palestiniens, quelle que soit leur implication dans la vie de l'Église. Oui. Il y a une chose que l'on saisit mal au cours du film, mais qui montre quand même que Israël a une politique raciste.
quand il va dans ce fameux bureau pour essayer de protester, etc. Et donc il tombe sur une brave dame qui lui parle gentiment, etc. et qui lui dit, mais avec cet argent, tu vas pouvoir aller t'installer dans une ville. Donc elle cite Oura, je ne sais plus trop, etc. Et ce sont que des villes pour les Palestiniens, que pour les Bédouins. Ce sont des villes de regroupement pour les Bédouins. À aucun moment, elle lui dit, bah, écoute, prends ton argent et va t'installer à Tel Aviv, t'es jeune, profites-en, c'est une ville dynamique. Ou bien, voilà, oui, c'est clairement un état d'apartheid. Hein. Rien que le terme de ville de regroupement, déjà, moi, ça me fait froid dans le dos, ça. Disons dans le cas du Negev, hein, parce que dans le cas il y a des Bédouins partout en Israël. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient là avant que le peuple juif ne franchisse la mer Rouge, enfin que le peuple hébreu, pardon, etc., selon les légendes, franchisse la mer Rouge et viennent s'installer. Donc ils étaient là depuis longtemps, et donc ils sont un peu partout. Pour parler que ceux du Negev, effectivement ceux qui ont été regroupés dans les villes, les fameuses villes de regroupement, là, ils vivent très difficilement. Le taux de chômage est très élevé, bien plus que la moyenne habituelle en Israël. Le taux de délinquance, évidemment, c'est lié, hein, mauvaises conditions d'habitat, peu de services sociaux, chômage, donc délinquance. La délinquance est très élevée aussi. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui soit arrivent à faire un compromis avec leur mode de vie ancien. Hein, dans certaines grandes villes, il y a des gens au pied de la barre de HLM qui ont construit une espèce de petit, un petit enclos dans lequel il y a quelques chèvres et quelques moutons et qui nourrissent et qui arrivent à vendre et comme ceci à vivoter. Il y en a d'autres qui ensuite ils font tous les métiers mal payés, serveurs, etc., à Beersheba, dans les centres commerciaux, vigiles, enfin bon, comme le héros du film. Donc on peut un peu balayer dans notre porte aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les Druzes ont une situation un peu différente. Les Druzes ont été très rapidement intégrés dans l'armée israélienne parce que, comme c'était une minorité du temps des Turcs, ils étaient un petit peu malmenés. Et donc les Israéliens se sont dit, mes ennemis sont mes ennemis, donc les Druzes sont plutôt pro-israéliens. Et par contre, les Arabes israéliens et les Bédouins ne sont pas forcés de faire le service militaire, ils le font sur une base du volontariat. Et aujourd'hui, il y a des unités mixtes dans lesquelles il peut y avoir des Arabes ou des Bédouins. Israël a aussi fait une unité spéciale qui regroupe que des Bédouins, hein, puisque les Bédouins connaissent le désert, etc. Donc ils ont fait une unité qui ne regroupe que des Bédouins. Mais en théorie, les Arabes peuvent faire le service militaire. Oui, parce qu'on en vient au problème général de ces gens en tribu qui vivent la nature, qui sont bien, qu'on sédentarise. Il y a eu le même problème il y a 40 ans en Algérie avec les Touaregs, en partie, mondienne. Il y a également un problème au Tibet, en Sibérie, certains. Oui, non, mais c'est le... En Mongolie également, ça passe. Tout à fait. En fait, c'est pas tellement qu'on les sédentarise, c'est surtout qu'on les urbanise, qu'on les oblige à vivre comme ça en clapier, alors qu'ils ont l'habitude de prendre de l'espace, hein, ils sont dans le désert. Alors, une chose que je voudrais dire, je profite de l'occasion puisqu'on parle des Bédouins. Donc, nous-mêmes à l'UJFP, nous sommes en relation directe avec les Bédouins, avec les associations qui soutiennent les Bédouins dans le Negev. Donc, qui sont des associations mixtes, hein, qui contiennent à la fois des Juifs et des Bédouins. Et on leur a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, c'était en septembre dernier. Et la réponse a été effectivement faire des courriers. Hein, et ils nous ont proposé, ils nous ont dit, plutôt que de faire le grand courrier écrit par l'UJFP, signé par les sommités de l'UJFP, demandez à tous vos militants et à tous les gens qui sont sympathisants d'écrire une lettre à son député, à son maire, à son député européen, etc., pour lui parler de cette situation et lui dire combien elle est intolérable et lui demander à lui d'intervenir. Donc, on s'est dit, après tout, pourquoi pas. Donc, à l'UJFP, en addition
avec tout, si vous voulez, c'est une action qui s'ajoute à toutes les autres. On propose sur notre site une lettre type que vous pouvez donc faire un copier-coller, vous pouvez la modifier, supprimer ce qui ne vous plaît pas, rajouter des choses personnelles. Il y a tous les liens vers les sites où il y a par exemple la liste des maires, la liste des députés, la liste des députés européens, etc. Comme ceci, donc la liste des sénateurs, comme ça vous pouvez choisir votre sénateur, votre député, et puis lui écrire. Vous pouvez soit faire un copier-coller, l'envoyer par email, il y a les adresses email, il y a les adresses complètes, et plus nous serons nombreux à le faire, plus ça attirera l'attention, parce que je suis désolé de me répéter, mais Israël tient absolument à son image de marque, et c'est vrai que plus il y a des députés qui vont dire, qui vont se lever en disant j'ai appris par mes administrés que, plus ils seront embêtés. Et je vous dis, ils l'ont dit clairement au cours d'une des dernières réunions du comité chargé d'élaborer cette loi à travers.